En 1550, la population de Genève s'établissait à 13 000 habitants. 10 ans plus tard, avec l'arrivée massive de réfugiés protestants, elle a cru jusqu'à 21 000 personnes. Comment ça marche? Ah voilà, ça marche. Comme vous voyez, à l'époque, il y avait des fortifications. L'accroissement n'était pas possible dans le territoire qui était limité, donc ça a créé une pénurie de logements, une explosion des prix et forcément une élévation des bâtiments à la hausse. Certains immeubles ont été jusqu'à 6 étages. Donc on se rend compte que notre problème de pénurie aujourd'hui n'a absolument rien d'innovant, ça n'est pas nouveau, ça existe depuis toujours à Genève. Et c'est vraiment un défi donc majeur pour notre société, mais malheureusement, la solution à l'équation, de nouveau, je ne vais pas malheureusement réussir à révolutionner la roue d'une équation de 500 ans. En 1568, une solution est venue apporter une bouffée d'air frais à Genève, puisque la peste a décimé une partie de la population et que plus de 5 000 habitants sont décédés, ramenant la population de Genève à 16 000 habitants. Alors, ma solution donc n'est de nouveau pas comme celle de M. Faverger, de proposer un virus qui viendrait décimer la population, mais plus récemment, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on voit que 2 fois le taux de vacances, et puisque maintenant vous êtes des spécialistes du taux de vacances, je ne vais pas revenir dessus, mais 2 fois le taux de vacances est monté au-dessus des 1%. Ouh, je vous facilite la tâche. 2 fois le taux de vacances est venu au-dessus des 1%. Je ne sais pas comment on revient en arrière, ça ne marche pas ce bouton. Mais oui, c'est ce que je fais. Ah voilà, il fait un peu de patience, ce que je n'ai jamais. Donc, au-dessus des 1%. En 1975, et là, c'est la première crise financière, et en 1990, et après, ça, c'est la bulle immobilière qui a causé une grande récession économique. Donc, on le comprend, la pénurie est souvent liée à la prospérité de Genève. Quand l'économie va bien, eh bien, les logements se portent mal. Donc proposer simplement de réduire l'accroissement de la population, je pense que par rapport à Genève, ce n'est pas une bonne solution et on y reviendra. Pour répondre à cette équation-là, moi j'ai abordé l'angle d'abord, je vais vous rappeler les spécificités de Genève, puisque certains d'entre vous n'y sont pas familiers, d'autres ne se rendent peut-être pas compte que c'est vraiment propre à Genève. Ensuite, on va vraiment s'atteler aux raisons de la pénurie, des pistes de solutions concrètes. Je vous proposerai des solutions, vous aimez pas, j'espère que ça vous plaira. Et enfin, le résultat de l'équation et la conclusion. Alors, à Genève, donc de nouveau, vous l'avez vu, revu, on voit qu'on a un taux de vacances qui a relevé, qui maintenant est un peu à la baisse, mais relève. Je suis plus optimiste que M. Faverger, parce que pour moi, le taux de vacances avec l'apport massif de logements des 2 dernières années a permis de corriger un petit peu. On voit donc qu'au 1er juin 2024, ce taux de vacances était à 0,46%. Sur un parc de logements de 250 000 logements, ça représente donc 1144 logements vacants. Comme ça, vous avez aussi un peu les chiffres en tête. Et il faut savoir aussi que le taux de vacances ne correspond pas au taux de rotation. Le taux de rotation, c'est quand les logements sont mis sur le marché. Par exemple, des 3 pièces. On a de plus en plus de 3 pièces à Genève, puisqu'on en construit beaucoup. Ça répond aussi à une des questions de M. Dantine par rapport à Genève. Les constructions de ces dernières années ont plutôt privilégié les 3-4 pièces plutôt que les 5-6 pièces. Eh bien, les 3 pièces sont régulièrement proposées sur le marché, mais ne restent pas longtemps vacants. Donc, la forte croissance démographique, je vais pas, ça celui-là justement, on n'a pas fait notre présentation main dans la main les 4, donc forcément, je vous ai dit, il y a des redondances, mais celui-là, je vais passer rapidement. Vous l'avez compris, donc l'accroissement de Genève, on a 524 000 habitants à fin décembre 2023 à Genève. Ces 524 000 habitants ne sont pas dus au solde naturel, mais à l'immigration. On le passe. Et effectivement, ici c'est le nombre de personnes, eh bien, la courbe d'évolution ne suit pas les nombres de logements et ont une distance qui se creuse un petit peu dans les années. Alors pourquoi? Parce qu'on a un territoire genevois qui est limité. Maintenant, petite devinette, je ne vous demande pas d'y répondre, mais juste d'avoir la réponse dans votre tête. À votre avis, combien de parties du territoire à Genève est dévolue au bâti? Là, vous avez répondu. Eh bien, c'est 27%. Donc c'est intéressant parce que quand on parle de la construction à Genève, on a l'impression qu'on bétonne à tout va et qu'on n'a pratiquement plus de surface pour la verdure. Eh bien en fait, la grande majorité du territoire à Genève est dévolue à l'agriculture.
presque la moitié. Il faut savoir que dans les zones à bâtir, ça englobe tout, hein, donc les zones 1 à 4, la zone villa, la zone de développement, les zones aéroportuaires et ferroviaires ou les zones industrielles et artisanales. Tout ce qui est constructible est dans la zone à bâtir et à ce stade, toute la zone à bâtir n'a pas été construite. Le reste, donc ces 3 diagrammes-là, c'est les zones eau et rive, les zones de verdure et les zones de bois et forêt. Par rapport à Genève, on a des grands périmètres qui ont été construits pour certains, comme le quartier de l'Étang, ou la première phase du communaux d'Ambilly, qui maintenant s'appelle Belle-Terre. On en a d'autres qui sont en train qui vont bientôt démarrer ou qui sont en train de démarrer, comme les Cherpines ou les Grands Essers. Et on a le périmètre du PAV, puisque le premier, qui va lui amener 12 400 logements, la première phase a été acceptée en votation avec le périmètre des Vernets, qui est donc inclus dans ce ratio-là. Donc ça, c'est tous les grands périmètres qui vont permettre d'apporter plus de 1000 logements sur le canton. Donc c'est optimiste, ça explique cette courbe d'évolution qui augmente et qui fait que, je dirais, depuis vraiment 2015, on a une croissance permanente. Mais comme il a été dit, et ça vraiment les milieux de la construction et les milieux immobiliers tirent la sonnette d'alarme, ces grands périmètres, je vous les ai montrés, ils ont été identifiés, il n'y en a pas d'autres à venir. Donc aujourd'hui, par rapport à l'utilisation du sol, on va arriver à une limite qui fait que cette courbe ne va pas être exponentielle, mais va arriver à une décroissance dans un avenir assez proche. Donc forcément, une forte croissance démographique, un territoire qui est limité, conduit à une situation de pénurie. Et quand il y a une situation de pénurie, tout le monde cherche une solution, que ça passe par un contrôle des loyers ou par une volonté de peut-être plus étatiser pour pouvoir contrôler. On entend souvent cette expression, tout le monde veut sa part du gâteau. Alors on va regarder à Genève les principaux propriétaires. Voilà. Quand on regarde ce diagramme, ce qui est intéressant, alors il y a eu une étude, mais ce diagramme-là, vous le trouvez sur le site Instagram du registre foncier. Ils ont une page Instagram, si jamais vous ne le saviez pas. Et il date de fin 2022, mais l'article qui est paru dans un journal dont on ne cite pas le nom corrobore un petit peu ces chiffres. Les principaux propriétaires à Genève sont bien étatiques, puisque le premier que je ne considère pas comme une entité publique, c'est Swiss Life qui est en 7e position ici, et on voit que le ratio est quand même assez conséquent avec tout ce que possède l'État. L'État de Genève, selon le site du registre foncier à ce moment-là, était propriétaire de 1,8 million de mètres carrés. Donc ça fait énormément de surface. Toutes ces surfaces-là ne sont pas développées. Ça démontre aussi qu'effectivement, en fait, on a une pénurie du logement, mais que la volonté d'étatiser pour résoudre ce problème-là n'est pas forcément une solution adaptée. De nouveau, j'essaie de faire le moins de politique possible, je dis juste des faits. On vous dirait que c'est de la politique, mais tout le monde n'en a pas. Donc, je trouve que voilà. Il faut savoir que quand on analyse les transactions à Genève, en moyenne, ils s'échangent entre 100 et 150 immeubles par année qui valent plus de 5 millions. Les en dessous de 5 millions sont trop particuliers. Et quand je parle d'immeubles, c'est vraiment des immeubles de rendement. Quand on consulte la feuille d'avis officielle juste pour l'année 2024, au premier semestre, il y a eu 49 transactions. Sur ces 49 transactions, 17 ont été faites par des propriétaires privés qui ont vendu. Et quand on regarde dans les 3-4 dernières années, c'était principalement des propriétaires privés qui ont vendu des immeubles donc à plus de 5 millions. La première raison, je ne vous surprendrai pas, c'était les taux de capitalisation qui étaient tellement bas que ça leur permettait de revendre en faisant une immense plus-value. Dans les autres raisons, il y a des volontés successorales, des volontés fiscales, ou encore la loi sur l'énergie, les exigences aujourd'hui qu'on met pour avoir des immeubles avec des performances énergétiques abaissées engendrent un gros montant de travaux et tous les propriétaires privés n'ont pas ces montants-là. Voilà, excusez-moi 2 secondes, je vérifie juste que j'ai rien oublié. Non, donc en conclusion, si on regarde le marché, on constate à Genève qu'il y a de moins en moins de propriétaires privés. Aujourd'hui, ce chiffre à peu près à moins de 9%, et cette tendance va à la baisse. Ces propriétaires privés-là payent pourtant des impôts fiscaux, donc c'est quand même regrettable pour Genève. En contrepartie, vous constatez dans l'hypercentre et au niveau de la rue du Rhône que ce sont maintenant principalement des acquéreurs, des propriétaires institutionnels qui possèdent ce parc-là.
Et donc, la conséquence de ces trois composantes-là, c'est que forcément, le sujet devient très politique. La problématique du logement, la volonté de construire plus de PP, plus de coopératives, plus de logements sociaux, plus de logements en main d'entités communales. Enfin, chacun veut donc sa part du lion. On veut baisser les loyers parce que comme ça permettra à tout le monde d'avoir un toit. Tout ça fait que les politiques proposent leurs solutions et forcément, quand les politiques s'en mêlent, et de nouveau, je ne suis pas là pour juger les politiques, hein, j'en suis une, je ne peux pas me permettre, mais ça crée une multiplication des lois. Et là, je ne vais pas développer les lois, c'est juste pour vous ayez un visuel. Alors, la loi d'aménagement du territoire, elle est fédérale, mais toutes les autres sont cantonales. Voici toutes les lois qu'il faut avoir en tête et connaître quand on veut construire ou quand on veut rénover ou quand on veut faire quelque chose en lien avec le logement à Genève. Et en plus de toutes ces lois-là, il y a les ordonnances d'application, les règlements, voire des pratiques administratives qui les mettent en exergue. Donc, on comprend que, et ça va être un peu le nœud de la guerre pour moi, c'est un sujet qui est donc très complexe. Évidemment, c'est très long. Si on en vient aux raisons qui peuvent expliquer, la première, vous m'avez vu venir, la première cause, à mon sens, c'est vraiment l'excès de bureaucratie et de réglementation. Ça s'applique que ce soit pour des constructions existantes ou des nouveaux logements. Ensuite, je vais juste accentuer pour la partie de nouvelles constructions et la zone de développement, et ensuite pour la zone des constructions existantes. Comme ça, vous avez juste le fil conducteur. Par rapport à la bureaucratie, il faut savoir que, selon le World Economic Forum, un tiers des obstacles majeurs pour les entreprises sont liés à la croissance de la réglementation. Et la Banque mondiale a fait une étude sur 135 pays et démontre qu'une réglementation plus légère, mais mieux conçue, permettrait d'augmenter la croissance économique jusqu'à 2,3 points. À Genève, le nombre de lois et règlements est passé de 655 en 1958 à plus de 840 aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est en 2022. Donc cette inflation législative découle d'une multiplication des normes cantonales, fédérales et internationales. Il n'y a pas que les Suisses qui veulent tout réglementer, par une volonté de tout contrôler et de tout résoudre et une exigence accrue de transparence. Donc cette surcharge crée une complication administrative qu'on peut appeler le syndrome Gulliver, des lois par-dessus des lois. À l'échelle nationale, le Conseil fédéral a estimé le coût de cette bureaucratie à 2% du PIB, et l'Union suisse des arts et métiers, elle, est allée plus loin et a même estimé que c'était 10%. Et quand on parle d'excès de bureaucratie, je pense que certains d'entre vous sont familiers des dépôts d'autorisation de construire, que ce soit pour un nouveau projet ou pour une rénovation d'appartement. On nous demande de plus en plus de documents, de plus en plus de rapports de spécialistes, de penser à de plus en plus de choses. Donc tout ça, ça crée encore, ça allonge les délais, ça crée encore une complication pour la nouvelle construction, et il faut se spécialiser, donc une multiplication des métiers, des intervenants. Ensuite, si on s'intéresse vraiment au cas de pourquoi est-ce qu'on ne construit pas plus de logements, la première raison, à mon sens, c'est le mot densité qui effraie. On perçoit tout de suite, si je vous dis on devrait construire des immeubles plus denses, vous allez visualiser la citadelle par exemple de Kowloon à Hong Kong, qui a été détruite dans les années 90, mais qui effectivement était la partie la plus dense du monde. Pourtant, à Genève, quand on recherche, quelqu'un, moi je suis une régie, donc j'ai un peu l'habitude, quand les gens viennent me voir pour chercher quelque chose, les périmètres les plus recherchés sont souvent le quartier de la Servette, les Paquis, donc, pardon, je vais illustrer deux fois, comme ça c'était bien clair, le quartier des Paquis que vous voyez ici, par exemple, la Servette, le quartier de l'Hôpital, donc Cluse Philosophe, ou encore les Eaux Vives. Donc vous l'aurez compris, ce sont tous des quartiers les plus denses de Genève. Alors pourquoi est-ce que ces zones-là sont les plus recherchées ? Eh bien parce qu'il y a une qualité de vie, des commerces à proximité, il y a pas mal de surfaces arborisées, il y a une architecture de qualité et une mobilité facilitée. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on doit permettre de construire quand on fait des nouveaux périmètres, et permettre aux architectes, aux urbanistes, aux promoteurs d'avoir cette flexibilité pour répondre aux besoins et à la demande de la population. Le deuxième point, et là je rejoins M. Dantine, une des faiblesses, c'est la force de notre démocratie. C'est aussi une force, bien évidemment, hein, mais quand vous entendez parler d'un nouveau périmètre qui va se construire,
tout de suite, il y a une association de quartiers qui va se constituer pour ne pas densifier cette zone. Parce qu'effectivement, le principe de construire oui, mais pas devant ma fenêtre, coule dans les veines de tout bon Suisse qui se respecte. Et là, en l'occurrence, ça va allonger de nouveau les délais. Le dernier périmètre auquel on peut penser, c'est le PLQ de Bourgogne, qui est donc une zone villa avec, si quelqu'un habite le périmètre de Bourgogne, je m'excuse d'avance de cette phrase, mais avec des villas qui ne sont pas particulièrement jolies et une zone villa donc, qui se trouve en plein cœur de la ville de Genève. Donc est-ce que c'est vraiment pertinent de sauvegarder ces villas-là plutôt que de densifier dans ce périmètre? J'ai posé la question pour y répondre, mais je vous laisse interpréter. Donc le problème, c'est effectivement la force de la démocratie et le fait que les gens ne veulent pas densifier. Alors que ce qui est intéressant, et c'est la première chose, quand on doit négocier avec les riverains, c'est la première chose qu'ils demandent, vous construisez sur la même parcelle, mais moins haut. Alors que pourtant, je pense que certains d'entre vous ont déjà vu ce diagramme, mais moi je l'aime beaucoup parce que je le trouve très parlant. Ici, vous avez le même nombre de logements, mais pas avec la même hauteur, pas avec la même répartition. Donc on se rend compte que la volonté maintenant de plus en plus fréquente de sauvegarder des arbres, d'avoir des aménagements au sol de qualité, préservation des parcs, tout ça, pourrait être assurée si on construisait plus haut. Mais maintenant, ce que demandent le plus souvent les gens, ce sont plutôt des immeubles de 3-4 étages. Donc on se retrouve dans cette configuration-là, voire si c'est vraiment 2 étages ici. Et on a donc un gaspillage du sol qui est assez important. Et typiquement, pour faire un peu écho à l'actualité, si par exemple dans le kilomètre carré le plus dense de Suisse, qui est le périmètre de la Servette, où il y a 29 000 habitants, on a construit un nouvel immeuble et on a abattu un cèdre pour ça, un cèdre du Liban pour ça. Si on avait permis de construire un peu plus haut, on aurait peut-être pu conserver le cèdre. Quand on pense aux tours, on a l'image de la tour grise que je vous ai mis, mais il y a des tours. J'ai mis celle-ci, la Bosco verticale de Milan, volontairement, parce que c'est une tour qui va être faite à Lausanne. L'architecte a remporté, Monsieur Bory, a remporté le concours pour Lausanne. Maintenant, c'est à l'étude, donc ça devrait bientôt démarrer. Cette tour-là, déjà, je trouve que Milan, en termes urbanistiques, c'est beaucoup plus grand, ça n'a rien à voir avec Genève, on est d'accord, mais quand vous regardez ici, les immeubles, c'est pas si différent de certains quartiers de Genève. La tour se marie bien et elle a l'avantage de proposer 20 000 arbres, soit l'équivalent de 2 hectares de forêt. Donc c'est une bonne alternative, de nouveau, on construit des logements sans perdre les problèmes de biodiversité. Donc je pense qu'on peut être créatif et justement répondre aux enjeux climatiques aussi. Dans le projet qui est réfléchi à Lausanne, on va poser plus de 230 panneaux solaires en toiture, on va faire un système de ruissellement d'eau pour récupérer les eaux de pluie. Enfin, voilà, on peut vraiment rester et les prix proposés, de nouveau, ça c'est une analyse, mais alors ici c'était des logements plutôt de luxe, mais ils ont construit depuis pas mal de ces tours, une dizaine de tours comme ça dans le monde et toutes ne sont pas avec des prix élevés, on peut rationaliser les coûts. Ensuite, effectivement, dans les raisons, on a la loi d'aménagement du territoire et la LALAT, qui est sa loi d'application cantonale, qui définissent déjà les zones. Je vais y revenir dans les solutions. On a déjà expliqué, donc je passe assez rapidement. La particularité de la zone de développement, il faut savoir donc qu'à Genève, quand vous aviez une zone qui était primaire, je vais vous montrer un petit slide. Quand la zone primaire, donc c'est tout ce qui est en plein, était agricole ou villa, agricole c'est le vert clair et villa c'est jaune, vert foncé, c'est la forêt. Quand vous avez une zone primaire comme ça et qu'on la transforme en zone pour pouvoir construire en principe des immeubles, ça devient une zone de développement. Donc ça devient une zone assurée. Aujourd'hui, on a accepté une loi qui fait que c'est vraiment une systématique. À la base, c'était une négociation, maintenant c'est une pratique. Donc dans ces zones-là, on se rend compte, par rapport au ratio que je vous avais donné au début de présentation, on voit que je n'ai rien inventé, puis qu'en fait, quand on voit, c'est très densifié, c'est une stratégie logique. On densifie au centre-ville, on s'étale, et puis on préserve toute la campagne qui, elle, reste intouchée. Donc voilà, mais la loi d'aménagement du territoire a défini ces zones qui, aujourd'hui, ne peuvent pas être touchées. La zone de développement apporte l'avantage d'offrir des contrôles total des prix. Quand vous construisez en zone de développement, votre prix du terrain est défini par les pratiques administratives de l'État, de l'OCLPF, l'Office du logement.
le coût de construction, le coût d'aménagement les coûts d'aménagement paysager, le rendement autorisé, les taux d'intérêt, la marge du promoteur, le prix de vente de l'APP ou le prix de location du locatif, tout est contrôlé par l'État. Dans quelques pratiques qui simplifient la vie, c'est toutes celles-là. Ce qui fait qu'effectivement, ce sont des périmètres qui sont très recherchés, augmentation de la demande, parce qu'il y a eu un contrôle des prix. Vous voyez que sans avoir préparé ensemble, on peut trouver quand même des synergies à nos présentations, et je suis d'accord avec le professeur Dantine. La zone de développement est le périmètre le plus prisé du canton. Quand on cherche à acheter de la PPE, tout le monde veut de la PPE en zone de développement, parce qu'il y a eu un contrôle. Voilà, ensuite, oui, vous allez dire que je me répète, mais c'est clairement une des raisons qui explique la pénurie, la complexité des démarches pour les nouveaux projets. Ça a été dit par M. Faverger, il n'y a aucun projet qui sort de terre en moins de 10 ans, parce que ça demande des demandes. Et le problème de ça, c'est que ça empêche la souplesse d'adaptation, puisque comme vous établissez un projet pour dans 10 ans, vous n'êtes pas sûr que dans 10 ans, on veuille toujours la même chose. Ensuite, le dernier point, c'est la coordination régionale qui parfois pourrait être améliorée. Je fais du politiquement correct, mais j'ai écrit ce que je pensais vraiment. La coordination régionale entre les communes, entre les territoires voisins, que ce soit le canton de Vaud ou le canton de Genève. Il manque parfois de dialogue entre les différentes autorités pour pouvoir faire un projet qui ensuite suit pour tout le monde. Maintenant, on va s'intéresser donc aux solutions. Les constructions existantes, pardon. Je suis un peu longue, je me dépêche. Les rigidités administratives et réglementaires, de nouveau, mon cheval de bataille. Ça, je pense notamment à la loi sur la démolition et transformation, la LDTR, qui a la vertu d'avoir protégé les loyers pour les personnes qui occupent un logement. Ça évite que vous soyez chez vous depuis 30 ans puis que tout à coup vous soyez obligé de partir parce que le loyer est devenu trop cher. Mais en contrepartie, ça a aussi créé une immense disparité entre les nouveaux logements mis sur le marché et les logements existants. Cette loi a aussi fait que quand vous rénovez votre appartement ou votre immeuble, vous ne pouvez pas répercuter les loyers qui sont bloqués dans un délai entre 3 et 10 ans. Donc beaucoup de propriétaires n'ont pas fait les travaux d'entretien classiques, ce qui fait que le parc de Genève est le plus mal entretenu de Suisse. Et ce n'est pas un problème propre aux investisseurs institutionnels ou aux propriétaires privés, puisque la ville de Genève a un des parcs les plus vétustes du canton. Toutes ces réglementations font aussi notamment, par exemple, je pense que certains d'entre vous ont entendu parler du SABRA, le service qui s'occupe notamment des zones de bruit. Le SABRA autorise un certain niveau de bruit pour des constructions commerciales, mais pas pour des constructions résidentielles, ce qui empêche la conversion souvent de bureaux en logement, puisque c'est une des propositions dont on entend beaucoup parler. Ça rend les reconversions d'espace fastidieuses, parce que si vous n'êtes pas dans le bon périmètre, vous êtes un immeuble qui est 100% activité, vous ne pourrez pas faire le logement sans passer par énormément de procédures. Et puis, il faut savoir que vous avez donc entendu parler de ce chiffre qui fait très peur. 314 000 m² de surface vacante en 2023, ça fait des gros titres, politiquement on en parle partout, mais quand on regarde le diagramme, c'est intéressant, c'est qu'on voit que c'est un marché qui est très volatile. En 2022, il n'y avait que 160 000 m² de surface de bureaux vacantes. Ce qui veut dire, comment est-ce qu'on peut expliquer cette explosion? Moi, j'y vois deux explications. Le Pont-Rouge et le quartier de l'Étang, qui ont mis sur le marché un gros volume de surface commerciale, de nouveau, qui avait été réfléchi 10 ans plus tôt, donc à un moment où il y avait une pénurie du marché. Donc forcément, on n'a pas forcément pu tenir compte de l'évolution. Et puis, voilà, ensuite, des solutions existent. Vous avez vu qu'il y a une grosse caisse d'assurance qui a converti 16 000 m² de bureaux en logements dans 3 zones qui s'y prêtaient, puisque un est à Champel. Alors là, petite note, on peut regretter peut-être que Champel a encore plus de locatifs, alors que là-bas, je pense qu'il manque plutôt des activités. Ça, c'est un avis personnel. Le périmètre, la rue des Cendriers, qui est l'image ici, et puis la Coraterie, une ancienne grande banque. Alors voilà, pourquoi est-ce que plus de propriétaires ne suivent pas? La première raison, c'est le coût que peuvent représenter ces conversions de bureaux. Ça a un coût très élevé qui fait que souvent on ne se retrouve pas dans les prix, le plan financier ne tourne plus. L'architecture des bureaux ne permet pas toujours de le convertir en logement.
La localisation, je dis, il y a pas mal de surfaces vides, par exemple à Versoix ou à Versoix, le long de la voie des CFF, sous le couloir aérien, ou à Mérin aussi sous le couloir aérien. Et là, c'est compliqué de convertir, et c'est pas toujours des surfaces qui sont très attractives. Et il y a de nouveau un problème parfois de complexité qui fait que le temps que le propriétaire ait commencé ses démarches, on finit par trouver un locataire. Une autre des problèmes pour les constructions existantes, c'est l'évolution de la société. Vous l'avez vu, on en a parlé aussi. La population... Oh, attendez, un homme seul, c'était pas le but. Le père célibataire, je ne veux pas faire passer un message. C'est la population qui vit de plus en plus tard, donc de plus en plus de personnes âgées qui occupent des logements trop grands. Les familles où maintenant, effectivement, les pères sont plus impliqués dans la vie de famille, donc ça fait... Et des divorces toujours... un couple sur deux à peu près. Donc les deux veulent des chambres supplémentaires pour accueillir à temps partiel les enfants. Et puis, et ça Monsieur Dantine, le professeur Dantine l'a dit, la volonté de confort. On a effectivement les logements qui sont plus spacieux parce qu'on a une économie prospère, donc les gens ont envie d'avoir plus d'espace. Maintenant, on en vient enfin à la synthèse. Bon, je vais rapidement parce que vous avez compris mon point, c'était plus que pour vous les rappeler. Trop de bureaucratie qui crée un syndrome Gulliver, une densité qui effraie, un processus de construction qui prend du temps, un manque de vision d'ensemble et un processus complexe de transformation des espaces existants qui nous permet d'élaborer quelques pistes de solutions. Donc, par rapport à l'allègement des normes, moi, ce que je pense qu'il serait ambitieux de faire, ce serait de constituer un groupe de travail un peu sur le modèle de la constituante, pour ceux qui ont vécu la constituante, ce qui, je pense, est la moitié le trois quarts d'entre vous, puisque même moi, je l'ai vécu. Je ne dis pas que vous êtes plus vieux que moi, je dis juste que je pense qu'on est cogénérationnel. Donc c'est un groupe de travail avec peut-être réunir une cinquantaine de personnes, voire une centaine de personnes, pas trop, avec, je pense, des professionnels, les associations professionnelles bien sûr, gauche et droite, des professionnels, des architectes, des urbanistes, des ingénieurs, enfin vraiment tous les milieux immobiliers, et puis évidemment, parce qu'on peut pas s'en passer, quelques politiciens pour faire joli là-dedans. Mais faire ce groupe de travail, leur donner une mission sur 1 ou 2 ans et leur dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut, où on veut arriver, et en fonction de ça, fusionner toutes les lois qu'on a vues là, en faire peut-être 3, une pour l'aménagement du territoire, une pour construction de nouveaux logements et une pour les constructions existantes, par exemple, ou le contrôle des loyers. Enfin, justement, il faut définir la mission de qu'est-ce qu'on veut réglementer, mais de simplifier les lois comme ça avec ce groupe de travail. Une deuxième proposition concrète, je l'ai vue appliquée, mais comme je ne suis pas architecte, je n'ai pas vu si ça fonctionnait bien ou pas, mais l'idée est bonne. Ce serait d'avoir un interlocuteur unique quand on dépose une autorisation de construire, que ce soit pour une autorisation de logement existant ou de nouveau une rénovation. Quand vous construisez un nouveau logement, aujourd'hui, vous déposez votre autorisation dans les services et c'est perdu jusqu'au retour de tous les préavis des commissions et des services de l'État, et c'est parfois fastidieux de savoir où ça en est. Avec cet interlocuteur unique, lui s'assurerait déjà en amont que le dossier est complet, que tout est correct. Il le déposerait au sein de ses services, il coordonnerait tout le monde, il serait lui le garant des délais. Et quelque part, s'il y a des couacs, quelque part, ou des propositions d'amélioration, il les remonterait plus haut parce que lui répondrait directement du supérieur hiérarchique le plus élevé. C'est une idée. La dernière, parce que je l'ai vu, et je ne vais pas les nommer parce que je ne peux pas commencer à faire des choses comme ça, mais je pense qu'ils se reconnaîtront, en tout cas ils savent que je les tiens en très haute estime, c'est d'avoir des chefs de service qui facilitent les relations. On le voit dans certains services, quand le responsable de service a envie de faire avancer les choses, eh bien, tout se facilite. On remarque en fait des fois il y a des employés qui complexifient et que c'est pas les directives. Enfin, voilà. Et ça, c'est vrai que c'est dommage de l'avoir que avec certains chefs de service et que en entretenant certaines relations. Je pense qu'il faudrait vraiment avoir des moyens de faciliter, je sais pas, avec des incitations vis-à-vis de ces employés-là ou trouver des moyens. Ensuite, donc l'allègement des normes, faciliter les démarches, le déclassement de zone. Alors, avant moi, on a dit que c'était impossible. Moi, je ne pense que rien n'est impossible. On a révisé la loi d'aménagement du territoire en 2014. On peut à nouveau la revoir s'il le faut. Je pense que ça ne touche pas par les zones de biodiversité, mais attention, on a beaucoup de zones agricoles en Suisse. Et ce qui serait intéressant, ce serait de travailler main dans la main avec notamment les agriculteurs, leur proposer des incitations.
typiquement des exonérations fiscales sur la plus-value qu'engendrerait la conversion de la parcelle, par exemple. L'autre point, c'est la densification d'une partie de la zone villa. Mais attention, la zone villa répond à un besoin, répond à une demande. Et aujourd'hui, la zone villa, alors là, par contre, en termes de surface, a perdu les mètres carrés, puisqu'avant, on avait une villa sur une parcelle indépendante. On a beaucoup densifié ces parcelles-là pour construire des petits îlots que certains aiment, d'autres n'aiment pas, mais qui sont une solution. Et à mon sens, il faudrait déclasser de la zone villa là où c'est possible, avec donc de nouveau la mobilité qui suit, les infrastructures comme les écoles, les commerces, tout ça, pour pouvoir permettre et éviter en fait quelque part le cul-de-sac qui a tout à coup 500 logements. Amélioration de la participation citoyenne, et bien là, on rejoint de nouveau le professeur Dantine. Ce qui est important, c'est de vraiment, je pense, mieux intégrer. Aujourd'hui, quand on fait un programme, on a 3 phases de consultation avec les riverains, et puis ensuite on avance, que ça leur plaise ou non. Ce qu'il faudrait, ce serait peut-être intégrer pas que les riverains qui habitent le périmètre, parce que très souvent ces habitants-là déménagent une fois que ça a été densifié, mais par contre intégrer à grande échelle peut-être tout le quartier large, prendre en compte leurs réflexions, leur expliquer, si par exemple justement ils demandent moins de densité, que ça a un coût, enfin voilà, vraiment les tenir par la main. Une fois qu'on a fait un projet qui soulève l'adhésion de la majorité des gens, et bien là, on fait tomber complètement le recours individuel, parce qu'effectivement c'est nuisible d'avoir une personne qui bloque un projet pendant 3-4 ans, juste parce que lui a envie de retarder et avoir son bout de jardin plus longtemps. Ensuite, effectivement, là de nouveau, j'invente rien, mais c'est la densification en ville. Aujourd'hui, c'est compliqué de faire ne serait-ce que 1 ou 2 étages sur élévation, notamment pour le recours individuel, aussi parce que les autorités ne sont pas toujours favorables. Il est important de se rendre compte que ces densifications en ville sont souvent, honnêtement, quelqu'un a dit que c'était pas très joli, moi je trouve que souvent les projets se marient très bien dans le périmètre. Ce sont des appartements qui sont très prisés. Ils ne sont pas obligés, si c'est des conversions de combles, les coûts sont contrôlés, donc ce n'est pas forcément très cher, mais c'est très prisé. Et moi, je pense qu'en plus, c'est un bon moyen de permettre de marier la réfection énergétique du bâtiment avec optimisation en surélevant. Moi, je dirais qu'il faut être plus ambitieux de 3 ou 4 étages, quitte à renforcer les colonnes. Là, c'est un projet architectural, je ne suis pas architecte, parfois, ce n'est pas possible. J'ai mis quelques exemples, je suis désolée, c'est que des exemples de chez nous, mais parce que pour des raisons de droit d'image, j'avais pas envie que l'un de vous dise mais c'est mon immeuble, qu'est-ce qu'il fait dans cette présentation ?» Donc j'ai pris des immeubles que je savais pouvoir utiliser. Celui-là, alors c'est pas un immeuble de logement, mais je le trouvais tellement joli que je trouvais dommage de passer à côté. Il y a encore 2 points, et après je vous promets, je vous laisse tranquille. La modélisation des espaces existants. Donc, c'est effectivement de permettre plus de souplesse, parce qu'aujourd'hui, on construit un logement parce qu'on a besoin de 5 pièces, on fait un logement de 5 pièces, et la personne n'a plus envie de partir. On a vu, il y a eu un projet dont un très bon journal local a parlé récemment, qui est le projet Edmond Vaucher, qui lui, alors là je suis désolée, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un de la salle qui est concerné par ce projet-là et je ne l'ai pas prévenu que j'en parlerais, mais c'est parce que vous êtes tellement exemplaires à la FPLC. Donc ce projet-là a pour vocation justement de dire, par exemple, on fait des duplex qui pourraient devenir des simplex, on fait des 5 pièces qui peuvent se recouper en 3 pièces, enfin voilà, c'est la modularité des espaces. Je pense que c'est une bonne solution, ça peut même permettre peut-être, on peut même pousser l'exercice plus loin en disant pourquoi ne pas moduler ces espaces pour faire une pièce supplémentaire, par exemple pour un cabinet d'expertise indépendant qui lui permettrait d'avoir ses consultations à domicile. Enfin voilà, on peut pousser l'exercice. Et le dernier point, alors là, de nouveau, je n'invente rien, mais c'est l'adaptation aux besoins changement. Donc, peut-être mieux inciter aux rocades, par exemple. Je disais, par exemple, les rocades, aujourd'hui, beaucoup de propriétaires ne les font pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a le risque de contestation. Peut-être que dans ce cas-là, on pourrait dire, si vous faites une rocade, il n'y a pas de possibilité de recours LDTR, ou on fait un échange des baux. Enfin voilà, inciter, et vis-à-vis des habitants, eux aussi, peut-être leur permettre, on leur paye le déménagement, enfin voilà, chercher des incitations pour faire en sorte, faciliter ces rocades qui aujourd'hui sont très fastidieuses, surtout dans le canton de Genève. Donc voilà, maintenant c'est la conclusion. Je vous ai rappelé le titre parce que je pense qu'il était un peu fastidieux. Comment résoudre l'équation impossible de l'accroissement de la population face à la pénurie du logement? Je l'ai fait sous le biais d'une équation. C'est donc vraiment oser des changements ambitieux et ne pas avoir peur de vexer les gens en allant de l'avant. Voilà, merci pour votre attention.